Claudine Cohen est professeure des universités, directrice d'études de la chaire Biologie et Société à l'École pratique des hautes études, et elle va nous parler d'un sujet fort passionnant. L'utérus artificiel d'Henri Atlan est-il un livre féministe ? Je suis très touchée de cette invitation à venir rendre hommage à Henri Atlan, avec qui j'ai eu le bonheur pendant plus de 20 ans, de 1997 à 2020, de diriger et d'animer à l'EHESS un programme de recherche intitulé Biologie et Société. Nous tenions un séminaire mensuel sur tous les grands problèmes que soulèvent la biologie, la médecine et toutes les disciplines connexes en rapport avec le social. C'était une belle aventure qui a permis des échanges très stimulants et passionnants à l'occasion de plus de 150 communications qui ont attiré au fil des années un large public. Et je remercie Henri pour cette belle et fructueuse collaboration qui a nourri, je crois, toute une génération d'étudiants, de chercheurs et qui m'a personnellement beaucoup apporté. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit livre qui, je crois, a été très lu, et c'est peut-être un de ceux qui ont fait le mieux connaître au grand public l'œuvre d'Henri, même si elle est un petit peu marginale. C'est son livre intitulé L'utérus artificiel, qui a été publié en 2005 dans la belle collection de Maurice Hollander, la librairie du XXIe siècle. Maurice Hollander qui nous a quittés il y a à peine quelques mois, malheureusement. Alors, Henri Atlan, qui a tant réfléchi sur l'intelligence artificielle, a voulu aussi proposer une réflexion sur l'utérus artificiel. Et cette réflexion l'a engagé à réfléchir aussi sur les femmes, sur le genre. Et c'est un des axes donc de la multiplicité des domaines qu'il a étudiés. En tant que médecin, que biologiste, que spécialiste d'éthique biomédicale, on a vu qu'il a siégé 17 ans au Comité national de bioéthique, d'éthique biomédicale plutôt. Il a réfléchi donc sur les incidences éthiques, sociales de toutes les techniques de procréation assistée. Et il est donc particulièrement outillé, qualifié, pour mener cette réflexion sur l'ectogénèse, c'est-à-dire la production d'un enfant de la conception à la naissance, entièrement à l'extérieur de l'utérus maternel. Alors c'est évidemment aujourd'hui encore une fiction que cette ectogénèse, que cet utérus artificiel, mais Henri la prend au sérieux et non seulement au plan technique, au plan de la réalisation même de cet instrument qu'est l'utérus artificiel, mais aussi au plan de ses incidences possibles, non seulement pour les sciences, mais aussi pour le social, incidence éthique et incidence aussi sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur le genre. C'est en effet un sujet qui concerne le genre, c'est-à-dire pas seulement la différence anatomique et physiologique entre les hommes et les femmes, mais aussi la distribution des rôles en tant qu'elle n'est pas rapportée à la nature, mais en tant qu'elle émane du social, et donc qu'elle est historiquement variable. Alors, au cœur de cette réflexion sur le genre, il y a évidemment la question de la reproduction. Et Henri Atlan s'est appuyé beaucoup sur la pensée de Françoise Héritier, la grande ethnologue Françoise Héritier, qui explique que la domination masculine est un pivot de toutes les sociétés humaines, et un pilier même, dit-elle, un invariant, et que cette question de la reproduction est essentielle, puisque c'est parce que les hommes ne peuvent pas faire des enfants qu'ils contrôlent en quelque sorte les femmes dans ce pouvoir qu'elles ont. Et contrôle non seulement psychologique, si vous voulez, mais qui est aussi un contrôle social, en tant qu'il s'agit aussi, pour toute société, de contrôler sa démographie, ses ressources, etc. Et donc, la reproduction n'est pas seulement une faculté individuelle, mais c'est aussi une activité très fortement en rapport avec le social. Et c'est pourquoi le contrôle social de la reproduction porte de façon privilégiée sur les femmes, donc qui, elles, fabriquent, portent les enfants, et plus largement sur la sexualité, sur les relations entre les sexes.
Et donc, c'est ce point-là qu'il s'agit d'interroger. Et comme le reconnaissait Françoise Héritier, il est clair que si une très longue partie de l'histoire humaine est marquée par cette domination à travers le contrôle de la reproduction, eh bien, il y a aujourd'hui des changements qui sont intervenus, en particulier grâce à certains acquis des femmes, telles que la contraception, la légalisation de l'avortement, et dit Henry, la machine à laver. Donc un certain nombre de libérations qui ont un peu modifié ces rapports de genre et peut-être tendent vers une meilleure, de meilleurs rapports et une meilleure égalité de genre. Alors, là-dedans, qu'est-ce que pourraient changer les techniques de l'utérus artificiel, c'est-à-dire une gestation en dehors du corps maternel? Alors, Henri Atlan, dans ce petit livre, examine en détail toutes les possibilités techniques qui visent donc à constituer hors du corps maternel et à maintenir en vie un fœtus dans un espace entièrement artificiel. Donc je vous renvoie à toutes ces analyses qu'il détaille de façon très, très précise. Il s'interroge aussi sur le caractère monstrueux ou pas de telle technique. On a parlé tout à l'heure, Roger Paul-Roy tout à l'heure a parlé du clonage, hein, mais l'utérus artificiel c'est autre chose, puisque idéalement il viserait à produire un enfant parfaitement viable, conforme à ce qu'est un enfant qui sort de l'utérus maternel. Et donc, ajoute Henri, cette externalisation est d'ailleurs le propre de l'humain, hein, puisque depuis le premier galet aménagé il y a 3 millions d'années, 3 millions 3, hein, toutes les techniques sont des externalisations des fonctions humaines. Et donc, en ce sens, l'utérus artificiel va dans le sens de toutes les avancées de la technique humaine, et c'est une technologie qui est peut-être inévitable. Hein, un jour, ces techniques seront réalisées pleinement, c'est une question de temps. Et donc, si c'est le cas, il s'agit de se poser des questions relatives à leurs effets individuels et sociaux. Alors, ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure du mythe et de la science, c'est que ce livre est complètement traversé par des références à des fictions, à des romans, hein, comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où cette ectogénèse est réalisée, mais aussi des mythes grecs, hein, ou des mythes bibliques, dont il fait un commentaire parfois très, très serré. Et puis les mythes post-humanistes, qui touchent évidemment à ces questions. Donc il y a une exploration de ce que serait ce monde de l'ectogénèse. Et en premier lieu, donc, il s'agit d'interroger ce changement radical de la nature des rapports entre hommes et femmes qu'il pourrait produire. Et c'est là que le texte d'Henri Atlan croise la question du féminisme. Et il a tout un chapitre assez précis et détaillé sur justement les différentes façons d'envisager ces revendications féministes et ces différents courants qui l'habitent. Alors Henri Atlan pose d'abord que le féminisme est un produit, dit-il, de l'individualisme des sociétés libérales occidentales, qu'il oppose aux sociétés traditionnelles, peut-être aux sociétés orientales. Mais il insiste aussi sur le fait que ce féminisme n'est pas unitaire et qu'il est habité de nombreux courants, parfois contradictoires, et souvent contradictoires. Donc d'un côté, il y a le féminisme identitaire, qui donc est une quête d'une égalité homme-femme et un refus des contraintes de la maternité, de la dissymétrie entre hommes et femmes qu'elle produit. Et ce type-là de revendication, il est même très ancien, puisque Elisabeth Badinter l'a analysé au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, hein, avec ce mouvement des précieuses qui refusaient la maternité, qui déléguaient le soin des enfants à d'autres personnes qui les élevaient et qui les nourrissaient, et qui, elles, souhaitaient une relation d'amour qui ne soit pas la passion sexuelle, mais qui soit une relation constante avec un homme. Donc, un changement, une symétrie des relations demandées
exigées, en quelque sorte. Et ce sont évidemment des revendications qui continuent de nos jours dans cette volonté de créer une sorte d'égalité aussi au niveau de la procréation entre hommes et femmes. Alors, de la procréation et de l'élevage des enfants. D'un autre côté, il y a un féminisme différentialiste qui, au contraire, revendique la maternité comme une très bonne chose, et même comme un bonheur de porter un enfant, qui invoque la déesse mère comme une icône de la femme. Et Henri cite un livre qui l'a beaucoup inspiré dans ce domaine, celui de Jenna Correa, une féministe américaine qui a écrit en 1985 un livre intitulé The Mother Machine, la mère machine, où elle envisage déjà cette question de l'utérus artificiel et où elle dénonce la mainmise, l'emprise masculine sur la procréation des femmes. Et elle explique que longtemps, tout ce qui concernait la naissance, l'accouchement, etc., était entre les mains des sages-femmes, des femmes, et puis il y a une espèce de dépossession et à travers cette technocratie mâle et cette hyper-médicalisation de la reproduction, cet acharnement procréatique, comme Henri cite souvent cette expression, qui fait du corps des femmes, voire des enfants à naître, parfois des objets d'expérimentation. Donc on voit là qu'il y a vraiment des pôles très différents où cette notion en particulier d'utérus artificiel peut être considérée de façon différente. Il y a, selon les analyses de Mylène Bohm, Mylène Bohm, que nous avions d'ailleurs invité à notre séminaire, un féminisme qu'on peut dire technophobe, qui refuse la technique, l'écoféminisme, qui fait des femmes, qui considère que les femmes sont plus proches de la nature, de la terre, etc., alors que les hommes sont là pour détruire tout l'environnement et par la technique. Et puis il y a aussi un féminisme technophile, jusqu'au féminisme de Donna Haraway qui a forgé ce concept de cyborg, et donc un cyberféminisme, si vous voulez, qui envisage avec tout à fait de façon positive l'hybridation de l'organisme et de la machine, et pourquoi pas un utérus technoscientifique. Et donc on voit que ce philosophe de la complexité qui est Henri Atlan nous met devant cette complexité des enjeux féministes et il montre en quoi il recouvre une multitude d'exigences et de positions contradictoires. Les contradictions sont évidentes, écrit-il. Il ne prend pas parti ni pour l'une ni pour l'autre de ces positions. Il décrit cette nébuleuse très complexe de revendications féministes. Et peut-être il y a un dénominateur commun auquel il arrive, c'est l'idée du droit des femmes sur leur corps. Et c'est peut-être un dénominateur commun de la plupart de ces positions. Un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux, ce serait peut-être la revendication qui traduirait l'usage ou le non-usage de l'utérus artificiel, comme je veux. C'est-à-dire, je peux l'utiliser ou je ne peux ne pas l'utiliser. Donc, il y a là peut-être un dénominateur commun, un invariant de toutes ces positions parfois divergentes. Alors, au terme de cette étude, il y a un chapitre que j'ai trouvé très, très touchant et très inattendu, qui conclut en quelque sorte cette analyse scientifique, éthique, etc., et où Henri Atlan se propose de rêver à d'autres rapports qui seraient possibles sans ces oppositions de genre, sans ces conflits, sans cette guerre des sexes qui trouve son origine dans la reproduction traditionnelle et qui pourrait être initiée par cette nouvelle possibilité de l'ectogénèse. Et donc, il se propose donc de rêver à d'autres rapports sous le signe de la fraternité. Et le mot de fraternité, c'est un mot assez étrange pour décrire les relations entre l'homme et la femme, pour dire une union sans enjeu de domination ou de pouvoir.
un retour en quelque sorte à l'Éden d'avant la chute. Et il y a dans cette conclusion une exégèse du texte biblique où il lit l'histoire d'Ève et Adam et il y lit la place centrale de la figure de l'androgyne, Adam comme à la fois homme et femme, Ève étant née non pas d'une côte mais d'un côté d'Adam, et donc un composite du masculin et du féminin qui décrit une union heureuse et créative entre les sexes. Et donc on a là cette espèce d'utopie ou d'appel à un retour d'avant même la chute, un retour au paradis terrestre à travers cette union heureuse et créative, et donc une conclusion qui n'est pas une conclusion féministe, mais je dirais une conclusion humaniste qui invite dès à présent à reconsidérer la nature des rapports entre hommes et femmes sous le signe de la fraternité et qui exige, c'est les derniers mots du livre, une réforme de l'entendement selon le vœu du philosophe Spinoza. Voilà, je vous remercie. Merci Claudine Cohen. Je rappelle au public qui est sur Zoom qu'il a la possibilité de poser des questions courtes dans l'onglet questions et réponses. Et à l'issue de l'intervention de Lionel Nakache, eh bien, nous pourrons faire encore une fois, laisser un temps pour les questions du public ici dans la salle ou via le public qui nous suit sur Zoom. Alors maintenant, Lionel Nakache est parmi nous. Il est neurobiologiste, il est membre du Comité national d'éthique et il va évoquer pour nous les enjeux de l'éthique. Bonjour, merci beaucoup Sandra. Bonjour à tous. J'ai fait comme Jean-Pierre Dupuis, j'ai écrit comme nous tous un petit texte que je vais vous lire pour respecter justement le timing. Je lance mon chronomètre. Voilà. Je n'ai pas donné mon titre, donc je vais révéler mon titre là maintenant dans un instant. Donc bonjour très cher Henri, très naturellement. Bonjour à tous. Respectueux des strictes contraintes de temps qui nous ont été communiquées à moi ainsi qu'aux autres orateurs, c'est avec joie et avec une vive émotion que je vais à mon tour vous adresser non pas le fameux quart d'heure de célébrité conceptualisé par Andy Warhol, mais plutôt mon quart d'heure de célébration, donc 15 minutes top chrono. Donc mon quart d'heure de célébration est intitulé Henri Atlan, un ami à la pensée libre et nécessaire. Nécessité et liberté ne sont pas des substantifs incompatibles, bien au contraire, surtout pour les spinozistes tels que vous, et vous aurez évidemment remarqué que je n'ai pas parlé de libre arbitre, mais juste de liberté. Un dernier point de méthode, j'ai choisi de livrer cet hommage en le structurant autour de 4 moments clés de mes rencontres avec vous, car n'est-ce pas toujours à travers nos rencontres avec les autres que nous élargissons notre capacité à penser et à agir, et mes rencontres avec vous, Henri, ont très souvent pris la forme de sorte de rencontres du 3e type, qui ouvrent le chemin vers des connaissances du 3e genre, évidemment, d'où ces 4 rendez-vous. Donc tout d'abord, rencontre à travers des textes de vous, et puis enfin, chance de vous rencontrer vous-même, et de nourrir cette amitié avec vous depuis 2001. Donc 1986, c'est la première date, c'est la plus longue. J'ai vu que chacun a choisi un des ouvrages un peu clés, depuis Roger Paul Droit également aussi. Donc 1986, suite, je crois, à votre passage dans l'émission de Michel Pollack, je découvre À tort et à raison, intercritique de la science et du mythe, livre que je tiens pour un livre capital, essentiel, bref, un livre nécessaire où vous faites œuvre de liberté, ou plutôt de liberté au pluriel. Alors liberté d'abord au sens politique du terme, c'est-à-dire formulation d'une pensée qui échappe aux contraintes sociales et surtout aux cadres normatifs principaux de l'époque, c'est-à-dire aussi aux modes intellectuels du temps, une pensée qui du coup parvient à échapper à tous les ismes qui, malgré leur caractère mutuellement exclusif, répondent à une même forme d'autoritarisme intellectuel étriqué. Donc d'une part les scientismes étriqués, d'autre part les discours délibérément anti-scientifiques, et surtout ce qui m'avait le plus touché à ce moment-là, c'était la formulation que vous proposiez dans cet essai d'une dénonciation en règle de tout ce qu'on pourrait appeler les tentations de grand-messe œcuménique qui croient pouvoir faire fondre dans une confusion inégalée des bribes de rationalité scientifique avec des bribes de tradition mystique ou ésotérique, voire avec des expériences psychédéliques mal digérées. Je me souviens qu'Henri Atlan s'y délecte, par exemple, en portant son regard perçant sur un colloque qui a été évoqué par Roger Paul Droit, déjà, je crois, le colloque de Cordoue de 1979, consacré à la question de science et conscience, où des sommités d'horizons divers illustrèrent parfaitement ce type d'égarement. Grand mélange New Age, souvent saupoudré de jargon de mystique de physique quantique, d'éléments de langage dérivés de traditions spirituelles diverses. Grand mélange qu'Henri Atlan critique avec une clarté d'esprit tout à fait précieuse. À tort et à raison, contient ainsi une dénonciation rationnelle de ce qu'Henri appelle les confusions de niveau et de savoir, puissante lecture dont j'invite chacune et chacun à le lire ou le relire aujourd'hui et qui m'a sans cesse inspiré depuis personnellement. J'y ai trouvé une assise puissante pour à chaque fois dénoncer ces confusions sous leur forme explicite ou implicite, souvent implicite,
Ces confusions qui, en paraphrasant Spinoza, excitent d'ordinaire en moi le rire et le dégoût. Cette dénonciation demeure malheureusement très nécessaire aujourd'hui encore, donc j'invite tout le monde à nouveau à le lire. Alors il y a également la malice qui est omniprésente dans ce livre, comme dans tous vos autres livres, une malice qui se nourrit d'une multiplicité de points de vue, d'une variété de rationalités diverses, au pluriel à nouveau, et dont la richesse et la fécondité exigent de ne jamais les confondre, de ne jamais tenter de les fondre justement dans une sorte de métathéorie unique à toute force, de garder leur distance pour pouvoir les observer l'une à partir de l'autre. Je me permets ici une digression qui n'engage que moi. Il me semble qu'assez souvent, la capacité à échapper à des cadres de pensée prégnants et à produire des discours inédits et stimulants, deux attributs qui pourraient déjà peut-être nous suffire pour forger une définition humble de la liberté, il me semble donc que cette capacité, cette grâce, bénéficie souvent d'une sorte de posture hétéronome. Commencer par délimiter l'emprise de mon subjectivisme sur moi en décidant de reconnaître les principes de la rationalité scientifique permet parfois de produire soi-même une pierre précieuse et inédite à l'édifice du discours scientifique, et la théorie de l'auto-organisation en biologie élaborée par Henri Atlan illustre d'après moi cette attitude. Il y a ici un gain de liberté de pensée. Et sur un versant tout autre, l'adoption de la posture hétéronome du judaïsme, qui se traduit en premier lieu par le respect d'une loi extérieure, les commandements du judaïsme pharisien, permet alors d'échapper à de nombreuses projections subjectives, explicites ou implicites, échapper par exemple aux conceptions les plus fréquemment rencontrées lors de la croyance, autour du concept de croyance, et devenir capable de dissoudre ces conceptions sans compromettre la posture hétéronome de départ qui était évoquée. Donc dans Croyance, le livre Croyance, mais aussi dans Onaa, l'ouvrage consacré au concept de fraude, Henri Atlan met en pratique une telle attitude. Autrement dit, et c'est là la fin de ma digression, je pense que l'originalité la plus féconde est souvent dopée par une forme d'orthodoxie première, en science comme en philosophie ou comme en exploration du judaïsme, une sorte de chemin de liberté sous contrainte qui évoque aussi la liberté sous contrainte poétique, ou plus récemment celle de Pérec ou des Oulipiens, se soumettre à une contrainte pour pouvoir s'en affranchir et être un peu plus libre. 2001, les autres dates seront plus rapides, je vous rassure Sandrine. 2001, je rencontre Henri, et non pas seulement ses textes, à travers mon premier livre, 4 exercices de pensée juive pour cerveau réfléchi, qui s'inscrit explicitement dans la voie ouverte par lui. La mère d'un ami neurologue et chercheur, Laurent Cohen, le lit, puis propose de faire parvenir mon texte à Henri Atlan. C'est ici l'occasion pour moi d'évoquer le souvenir heureux de Gaby Cohen, résistante puis animatrice d'une des maisons d'enfants de Lausée au lendemain de la Shoah. Quelques semaines plus tard, je recevrai d'Henri un courrier argumenté, ouvert et invitant déjà à la discussion. J'irai le rencontrer dans son bureau de l'EHESS, boulevard Raspail. Première de nos discussions, parfois espacées de longs intervalles, mais toujours poursuivies. Échange épistolaire, rencontre dans votre repère où vous avez votre table, je parle du café Le Bullier, que nous sommes nombreux à connaître, et plus récemment le bouquet d'Alésia, nouveau repère, nouvelle table, où nous buvons souvent une anisette. C'était votre premier choix. Alors le choix de l'anisette que j'ai souvent associé peut-être à tort à l'Algérie de votre enfance, mais ce n'est qu'une simple hypothèse, vous me direz. Donc rencontre, discussion, échange de textes, participation au séminaire que vous animez avec Claudine Cohen à l'EHESS, etc. Printemps 2013, je vous téléphone pour vous consulter. On me propose d'entrer au Comité consultatif national éthique, le CCNE, dont on vient de fêter les 40 ans d'existence. On me propose d'y participer non pas en tant que médecin ou en tant que chercheur en neurosciences cognitives, mais en tant que juif, fonction que vous avez occupée depuis sa création par le président François Mitterrand en 1983 jusqu'en 2000. Et à l'époque, je suis partagé, à la fois intéressé par l'exercice, mais également inquiet, ou du moins préoccupé à l'idée que ma parole au sein de cette assemblée puisse être entendue pour ce qu'elle ne sera assurément jamais, une parole qui engagerait le judaïsme envisagé comme un collectif essentialisé ou du moins synthétisé. En quelques mots, vous m'avez convaincu d'accepter, à la fois du fait de l'intérêt majeur de ces échanges et de ce point d'observation et de réflexion pluriel autour des grandes questions de la bioéthique, et surtout en m'expliquant que vous vous étiez posé vous-même la question et que les statuts du CCNE mentionnaient explicitement que les personnalités désignées par le président de la République étaient choisies pour leur appartenance aux principales familles philosophiques et spirituelles, mais qu'elles ne représentaient nullement ces familles en question, dont celle du judaïsme, appartenir sans représenter nul autre que soi, une autre forme de nécessaire liberté. 22 juin 2017, 10h22 du matin, je reçois le courrier électronique suivant de Chantal Jacquet, professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, mondialement reconnu de Spinoza, spécialiste mondialement reconnu de Spinoza, message qui m'est adressé ainsi qu'à 3 philosophes, je cite, « Chers amis, Henri Atlan soutiendra bientôt à l'Université Paris 1 sa thèse sur Spinoza et la biologie contemporaine, 2017. Nous serions très heureux, lui et moi, si vous acceptiez de faire partie de son jury. Dans l'affirmative, seriez-vous disponible le mercredi 13 décembre à 14h, autre date possible, le jeudi 14 décembre, mercredi 20 décembre, bien amicalement à vous, Chantal Jacquet. »
C'est ainsi que je me suis retrouvé membre du jury et rapporteur de votre incroyable thèse de doctorat en philosophie. Je me souviens encore de l'effet immédiat de cette annonce sur mon cinéma intérieur. J'ai aussitôt pensé à Rabbi Eliezer ben Azaria, appelé à de très hautes responsabilités rabbiniques alors qu'il était à peine âgé de 18 ans, moi prendre part comme rapporteur à la thèse de philosophie d'Henri Atlan, et en imaginant évidemment en souriant que ma barbe blanchirait durant la nuit précédant la soutenance, tout comme la sienne blanchit et le fit alors ressembler à un sage de 70 ans. Par souci du chronomètre, je n'expliquerai pas ici davantage cette semi-private joke talmudique que nous citerons dans quelques semaines en lisant la Haggadah. N'hésitez toutefois pas à m'interroger au terme de mon intervention, vieille astuce de conférencier pour profiter du temps des questions, afin d'y placer des éléments ou des résultats supplémentaires, tout en respectant les contraintes de durée. Votre thèse a depuis fait l'objet d'un ouvrage intitulé « Cours de philosophie biologique et cognitiviste » chez Odile Jacob en 2018, opus dont je recommande à nouveau la lecture avec enthousiasme. Il s'agit une fois encore d'une œuvre libre et nécessaire, où vous vous êtes emparé cette fois de la philosophie de Spinoza et des neurosciences cognitives théoriques et empiriques les plus récentes. Mon rapport de thèse se terminait par les mots suivants. En conclusion, il s'agit d'un remarquable et audacieux travail de synthèse et d'articulation entre philosophie et neurosciences cognitives contemporaines, motivé par une lecture spinoziste radicale, dont l'auteur tente de montrer en quoi elle peut encore stimuler l'intelligibilité actuelle de la question des rapports corps-esprit. Mon compliment porte davantage encore, comme Jean-Pierre Dupuis, lorsque l'on sait que je ne suis résolument pas spinoziste, malgré mon admiration pour la génialité de la solution ouverte par Spinoza et pour la question corps-esprit, une solution géniale qui résout de nombreuses difficultés, mais qui ne me semble pas les résoudre toutes. Discussion à prolonger donc, je l'espère. Et cette soutenance de thèse a également été l'occasion pour moi de rencontrer Bella, à qui je dédie cet hommage. Pour conclure, Henri, j'aimerais évoquer d'autres attributs que j'associe à votre pensée et à vos ouvrages. La radicalité du raisonnement, souvent qui évoque une forme de jeunesse, vraiment au sens noble de la jeunesse. Érudition hors du commun et surtout, ce qui moi me touche beaucoup, une érudition non castratrice de la pensée, une érudition qui n'est pas là pour interdire la pensée, mais pour la frotter, la bousculer. Originalité non surfaite, ni recherchée à toute force, mais qui est toujours là au rendez-vous, à chaque fois. Curiosité jamais en veille. Vous me parliez très récemment de votre lecture des réseaux sociaux. Et ce mélange aussi de renouvellement et de persévérance de la pensée. Et je suis retombé quasiment par hasard sur un numéro de la valeureuse revue Les Nouveaux Cahiers, un numéro de 1979, numéro 59 pour les intimes, il y a donc 43 ans, qui contenait un dialogue entre vous et Edgar Morin, intitulé « Judaïsme et pensée scientifique ». Vous y écriviez notamment ces phrases que vous pourriez écrire aujourd'hui encore, me semble-t-il, je vous cite. Ainsi, si l'on peut dire de la connaissance en général qu'elle ne peut pas fonder une éthique, parce qu'elle peut en fonder plusieurs contradictoires, ceci est encore plus vrai de la connaissance scientifique, parce que, comme on l'a vu, le champ d'application de cette connaissance est forcément restreint à cette partie de la réalité à laquelle, justement, on peut appliquer la méthode scientifique. Et bien, malgré cela, et c'est cela qui fait rebondir toutes ces questions, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la connaissance, et qu'on ne peut surtout pas faire l'économie de la connaissance scientifique, tout simplement parce qu'une éthique, quelle qu'elle soit, acquiert des dimensions nouvelles, suivant qu'elle est ouverte ou non à la connaissance. C'est donc de cette façon seulement, et pas du tout pour chercher à fonder une éthique sur les sciences quelles qu'elles soient, pas même la biologie, qu'un dialogue est intéressant, parce que c'est une ouverture réciproque entre ces deux traditions de recherche que sont la tradition juive et la science, l'une avec son objectif éthique de formulation de la loi, morale et sociale, l'autre avec son objectif très différent, cognitif, de description cohérente des lois de l'univers. Renouvellement et persévérance dans la pensée, donc, sont bien au cœur de votre tradition intellectuelle. Et donc, je terminerai en vous invitant à quand vous voudrez, très cher Henri, pour une prochaine anisette, les Chaim. Merci.